Bienvenue dans l'épisode 14 du podcast TRF. On commence aujourd'hui avec une nouvelle vraiment triste, une de celles qui touche profondément. Oui, L'actrice Catherine O'Hara nous a quittés ce vendredi 30 janvier 2026. On voulait vraiment prendre ce moment ensemble pour parler d'elle, absolument. pour revenir sur sa carrière, sur ses rôles et essayer de comprendre pourquoi elle était si spéciale, si aimée de tous. C'est une perte immense, vraiment. Elle est partie à 71 ans, chez elle, à Los Angeles, apparemment d'une maladie assez brève. C'est si soudain. Oui, et ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là. Elle est née à Toronto, c'est une actrice canado-américaine, et elle a débuté avec la troupe Second City. Ah, la fameuse troupe d'improvisation. Exactement. Et je pense que ça, c'est la clé pour comprendre tout le reste. C'est là qu'elle a forgé cette capacité unique à créer des personnages. Complètement faux. Fous, mais en même temps profondément humains. C'est ça, son talent. Et pour des millions de personnes, le personnage, c'est évidemment Kate McCallister. Bien sûr. Dans Maman, j'ai raté l'avion, en 1990, c'est le film qui l'a fait exploser, qui en a fait une star mondiale. C'est devenu un classique absolu. C'est un rituel, à Noël. On le connaît par cœur. Et ce cri, ce Kevin, hurler les mains sur le visage. C'est iconique. C'est devenu un mème avant même que le mot existe, quoi. Totalement. Mais au-delà du cri, ce qui est fascinant, c'est la performance elle-même. Le rôle sur le papier, c'est un piège. Ah oui? Comment ça? C'est une mère qui oublie son fils de 8 ans. Elle pourrait être vue comme un monstre ou juste une caricature de mère dépassée. C'est vrai, le scénario aurait pu facilement en faire la méchante. Exactement. Et elle évite ça avec une maestria incroyable. On sent la panique, la culpabilité, la frustration. Mais surtout l'amour. Surtout, on sent cet amour maternel, désespéré et absolu. Elle jongle avec tout ça en même temps. C'est ce qui rend le personnage si crédible et si drôle à la fois. La scène dans le camion de polka avec John Candy. C'est un moment de grâce. Elle est à la fois hilarante dans son désarroi et déchirante de sincérité. C'est ça le génie O'Hara. Et ce succès a évidemment mené à la suite Maman, j'ai encore raté l'avion, 2 ans plus tard. Forcément. Et ce lien qu'elle a créé à l'écran avec Macaulay Culkin, il a clairement dépassé la fiction. La réaction de l'acteur est bouleversante. Oui, j'ai vu ça. C'est très fort. Il a posté 2 photos sur Instagram, une du film où on voit leur complicité et une autre très récente de 2023. C'est celle où il reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'est ça. Et elle est là, à ses côtés, tellement fière. Et le texte qu'il a écrit avec. Oui, il est d'une sobriété qui en dit tellement long. Je vais le lire, c'est très court. Il a écrit « Maman, je pensais que nous avions le temps. Je voulais plus. Je voulais m'asseoir sur une chaise à côté de toi. Je t'ai entendu, mais j'avais tellement plus à dire. Je t'aime. À plus tard. Waouh. Maman. » 36 ans après, il l'appelle encore maman. Ça montre à quel point ce n'était pas juste un rôle. C'était une relation qui a marqué sa vie. On sent que c'était authentique. Et c'est quelque chose de très très rare à Hollywood, tu sais. Les tournages, ça crée des liens, mais souvent ils sont éphémères. C'est l'intensité du moment. Voilà. Là, on comprend que c'était bien plus profond. Le fait qu'elle soit là pour lui, en 2023, pour ce moment si important, ce n'était pas pour les caméras, c'était une affection réelle. Un lien quasi maternel qui a duré. C'est ça? Et c'est fou de se dire que ce rôle de mère iconique, elle l'a joué à peine 2 ans après un personnage qui est à l'opposé complet. Ah, tu penses à Beetlejuice. Évidemment, la belle-mère gothique, artiste conceptuelle totalement insupportable. Delia Beats. Un personnage inoubliable. Et une autre scène culte qui a défini la comédie des années 80. La scène du dîner. Bien sûr, le fameux playback sur Dayo d'Harry Belafonte quand ils sont possédés, sa performance est purement physique. Son corps est désarticulé, c'est surréaliste. C'est du génie comique à l'état pur. On sentait qu'elle n'avait peur de rien, d'aucun ridicule. C'est une audace folle. Et c'est Tim Burton qui lui offre ça, et avant lui, c'est Martin Scorsese qui l'a fait tourner dans After Hours. En 86, oui. Ça montre que les plus grands avaient déjà vu en elle ce talent hors du commun, très très tôt. Absolument. Mais ce n'est pas tout. Il y a toute cette facette de sa carrière avec la troupe de Christopher Guest. Les faux documentaires, comme Best in Show. C'est ça. Des films quasi entièrement improvisés, et là-dedans, elle est magistrale. Elle y joue Cookie Fleck, cette femme qui retrouve un ex dans chaque ville où elle va pour le concours canin. Et c'est de l'impro. Guest leur donne une trame et ils construisent tout le reste. Elle crée ce personnage à la fois pathétique et adorable, avec une vie entière qu'on devine juste dans ses regards.
C'est une forme de comédie tellement subtile. C'est ça la magie. Elle n'est pas en train de jouer un personnage, elle l'habite, elle pense comme lui. C'est peut-être moins connu du grand public, mais pour les comédiens, c'est une masterclass. Et puis, après une période un peu plus calme, arrive le rôle qui l'a présenté à une toute nouvelle génération. Ah, Pour moi, le sommet de son art, Moira Rose dans Schitt's Creek. Moira. Ah, Moira, quel personnage. Un pur chef-d'œuvre. C'est ça. Cette ancienne star de s'opéra, ruinée, qui atterrit dans un motel miteux. Le personnage aurait pu être juste une diva ridicule, détestable même. Et entre ses mains, c'est devenu une icône. On est obligé de parler de l'accent. Ah, cet accent est vendu. C'est indéfinissable. Ce vocabulaire précieux et absurde qu'elle invente, d'où est-ce qu'elle a sorti ça? C'est toute sa créativité. Elle a expliqué qu'elle l'avait construit en piochant des sons, en imaginant une femme qui veut désespérément paraître sophistiquée et qui s'est créée sa propre langue. Et les perruques. Les perruques, les tenues, ce ne sont pas juste des gags, c'est l'armure de Moira. C'est tout ce qui lui reste de son ancienne vie et ça la protège de la réalité. C'est pour ça qu'elle est si touchante au final. Exactement. Elle la rend tellement humaine. Il y a cette scène où elle s'effondre dans son placard au milieu de ses perruques et on pleure avec elle. Passer du rire aux larmes en une seconde, c'était sa plus grande force. Et la reconnaissance est enfin arrivée. Un Emmy Award pour ce rôle. Tellement mérité. Une consécration tardive mais éclatante. Et ce qui est beau, c'est qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Jamais. Après Schitt's Creek, on l'a vu dans des séries énormes comme The Last of Us. Et elle était en plein tournage de la saison 2 de The Studio Camp. Oui, elle était habitée par sa passion, jusqu'au bout. C'est la marque des grands. Cette envie qui ne s'éteint pas, et cette passion, cette lumière, on la retrouve dans tous les hommages qui affluent de ses pairs. C'est très émouvant. Dan Levy, le créateur de Schitt's Creek, a écrit quelque chose de magnifique. Oui, Il a dit « Quelle chance d'avoir pu danser dans la lumière chaleureuse du génie de Catherine O'Hara pendant toutes ces années. la lumière chaleureuse, ce mot chaleureuse, il revient tout le temps. » C'est vrai. Et ça vient de tout le monde, de partenaires récents comme de vieux amis. Pedro Pascal, avec qui elle a joué dans The Last of Us, Qu'est-ce qu'il a dit, là? il a posté une photo d'elle et il a écrit « Oh, quel bonheur d'être près de toi, je t'en serai éternellement reconnaissant. Ce monde chanceux qui t'a eu te gardera pour toujours. Ce monde chanceux qui t'a eu. C'est une phrase si forte. » C'est ça. Ça montre qu'elle n'était pas juste une collègue de talent, c'était une présence, une personne qui faisait du bien. Et l'hommage qui résume peut-être le mieux tout ça, c'est celui de Michael Keaton. Son partenaire de Beetlejuice. Oui, il y a presque 40 ans. Il a dit « Notre amitié remonte à avant le premier Beetlejuice. Elle a été ma fausse épouse, ma fausse ennemie et ma véritable amie dans la vie réelle. » C'est très douloureux. Ma véritable amie. Finalement, c'est peut-être ça le plus important. On a parlé de ses rôles, de son génie, de sa technique. Mais tous ces témoignages nous le rappellent. Derrière l'artiste, il y avait une personne profondément aimée. Exactement. Ces hommages, qui viennent de toutes les époques de sa carrière, ils ne parlent pas que de l'actrice. Ils parlent de l'amie, de la personne solaire, de celle qui apportait de la joie sur un plateau. Son talent était immense. Mais sa qualité humaine l'était peut-être encore plus. En conclusion, c'est un héritage à double facette qu'elle nous laisse. Oui, on peut dire ça. D'un côté, il y a cette galerie de personnages inoubliables, de la mère paniquée à la diva excentrique qui ont marqué la comédie. Et de l'autre, Le souvenir unanime d'une personne d'une grande chaleur, d'une grande gentillesse. une artiste complète et un être humain exceptionnel. C'est exactement ça. Et ça soulève une réflexion intéressante, je trouve. Laquelle? Sur ce qui reste d'un artiste. Pour le grand public, ce sera peut-être toujours le cri « Kevin !» ou l'accent de Moira Rose. Des moments de pop culture qui sont devenus immortels. C'est vrai. Mais pour celles et ceux qui l'ont connue, qui ont travaillé avec elle, l'héritage, ce sera celui de l'improvisatrice de génie, de la créatrice infatigable et de l'amie fidèle. Sa trace est là, dans ces deux mémoires, celle spectaculaire de l'écran et celle plus intime mais tout aussi puissante, du cœur.